Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse hebdo crypto. Je suis très content de vous retrouver. Je sais qu'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois, alors bienvenue à vous. Mon nom est Julien Catella. On se retrouve tous les lundis pour parler crypto bien sûr, mais aussi finance, trading, investissement, mindset. Alors si toutes ces choses t'intéressent, je te laisse t'abonner à la chaîne et activer la notification pour ne manquer aucune vidéo. Et cette semaine, on va s'intéresser plus particulièrement à la cyclicité du Bitcoin, c'est-à-dire les différentes phases par lesquelles le prix va passer quand on est dans un marché baissier, un marché en consolidation ou un marché en expansion. Alors voilà, je pense que ça va t'intéresser. On check tout ça après l'introduction. C'est parti. Et quelle belle semaine pour Bitcoin puisqu'il clôture dans le vert, mais également en mensuel puisque nous sommes le 2 octobre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir statistiquement que les mois de septembre sont plutôt baissiers. Et d'ailleurs, quand septembre est vert, généralement, octobre et novembre sont verts également. Et ça semble concorder avec la figure de consolidation qu'on a déjà tracée ensemble il y a plusieurs mois sur cette chaîne. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. On va étudier ça avec un petit peu plus de précision. Alors, je rappelle que nous sommes sur l'analyse du Bitcoin contre le dollar américain en mensuel cette fois-ci. Donc, chaque bougie que vous voyez ici, c'est-à-dire chaque rectangle, représente l'évolution du prix en mensuel. Alors, on redézoome un petit peu. Je vais vous expliquer les rectangles, ce que c'est après. C'est le but de l'épisode. Comme je vous disais en introduction, on va analyser la cyclicité du Bitcoin et les différentes phases par lesquelles le prix va passer. Donc ça, c'est notre dernier bear market d'ailleurs. Donc j'ai tracé là sur le rectangle rouge. Donc on était allé chercher l'ATH qui est à 67 000 $ américains pour les Bitcoins. On a eu le long marché baissier, d'accord. Et ensuite, il faut savoir que quand on a un marché baissier, il arrive à un moment donné où on touche le plus bas. Et à ce moment-là, on ne sait jamais bien sûr où est-ce que le plus bas se positionne, mais il arrive un moment où les acheteurs et les vendeurs se regardent dans le blanc des yeux et se disent « Bon, est-ce qu'on a touché le plus bas? Est-ce qu'on repart à la hausse ?» À ce moment-là, vous avez la smart money, c'est-à-dire donc ça peut être les professionnels, ça peut être des hedge funds, ça peut être des investisseurs qui pèsent très très lourd, qui rachètent énormément donc là du Bitcoin. Et puis, c'est la bougie qui va un petit peu inverser, si vous voulez, la psychologie, puisque là, on a une bougie mensuelle extrêmement importante. Là, sur Bitcoin, c'était le mois de janvier 2023, donc on a très bien commencé l'année, puisque cette bougie-là, on voit qu'elle englobe complètement le mois de décembre, le mois de novembre, le mois d'octobre, le mois de septembre, et elle retourne sur des plus hauts du mois d'août, donc quasiment 4-5 mois avant donc, le mois de janvier. Donc là, c'est la bougie où tout le monde se dit « Ok, je pense qu'on est arrivé au plus bas ». Mais généralement, vous allez après avoir une phase de consolidation autour du dernier pivot. Et donc là, le pivot, il était à 24 500. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne-là. Et c'est seulement au mois de mars qu'on a vraiment cassé ce pivot. Donc pour moi, c'est la bougie ici qui fait que la psychologie a complètement été renversée. On est passé d'un marché baissier à un marché haussier. Mais on ne va pas passer directement en fait d'un marché baissier à un marché haussier puisqu'on va avoir une phase de consolidation entre les deux. Donc une phase de consolidation, c'est une phase où on va avoir finalement un ajustement des achats et des ventes qui va se produire. Et ensuite, on a une figure de consolidation. Donc c'est la figure que j'ai tracée ici. J'en parle avec plus de précision dans la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est une figure qu'on dit de ta séance. Et on voit ici que le prix est venu frapper plusieurs fois sur le pivot des 31 000 $. Et puis nous, ce qu'on attend, c'est un breakout de ce pivot-là pour dire officiellement qu'on va passer en marché haussier et donc en rectangle vert. Voilà, donc ça repose le contexte. Donc là, je vais dézoomer, et c'est un petit peu le but de la vidéo du jour, c'est de vous montrer que le prix va toujours passer par les mêmes phases. Donc j'ai commencé ici à tracer depuis le mois de novembre 2011, donc on était en plein bull run, on voit ici que le prix du Bitcoin a littéralement explosé, alors il y a quand même des petites phases de consolidation ici et là, bien sûr, dans le marché aussi en tant que tel, mais globalement on voit qu'on a un prix qui part vers le nord. Donc, un marché haussier, je le redis, ça semble évident, mais ça mérite quand même d'être dit. Vous avez toujours deux types de participants. En fait, on va même dire qu'il y a trois types de participants dans un marché. Vous avez ceux qui achètent, vous avez ceux qui vendent et vous avez ceux qui regardent. Ceux qui regardent, ils peuvent passer d'un bord ou de l'autre en fonction de ce qui va arriver. Parce que chacun va avoir sa propre stratégie d'investissement ou de trading et chacun va avoir différents horizons de temps. D'accord ? Il y en a qui vont plutôt investir sur du court terme, d'autres sur du moyen terme, d'autres sur du très long terme. Donc ce croisement finalement d'objectifs, de stratégies, d'horizons de temps fait que personne n'a la même vision. Et en plus, il y a des millions de gens qui participent et qui achètent et qui vendent sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle un prix ne va jamais évoluer en ligne droite, mais on va toujours avoir des hausses et des baisses.
Par contre, ce qu'on peut dire d'un marché haussier, c'est que globalement, il y a un consensus haussier, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Quand on a un marché qui est baissier, à ce moment-là, on a les acheteurs qui ont commencé à prendre des profits, on a des personnes qui pensent que le prix est monté assez et décident de s'exposer même à la baisse, donc c'est-à-dire de vendre le marché. Et on a aussi les gens qui sont rentrés un peu tard dans le mouvement haussier et qui paniquent et qui vont se mettre à vendre également. Donc là, on a un consensus qui est baissier et la majorité des intervenants décident plutôt de vendre l'actif. Donc ça, c'est la caractéristique propre d'un marché baissier. Et ensuite, on a les marchés en consolidation, c'est-à-dire qu'on a une indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Et à ce moment-là, vous allez avoir vraiment le prix qui va fluctuer, qui va monter, qui va descendre, qui va finalement jouer entre ce qu'on appelle des bornes, donc entre deux bornes, ou ce qu'on appelle un range. Donc c'est-à-dire que le prix va vraiment avoir une variation qui sera moins grande, mais il va fluctuer comme ça un certain temps. Donc ça, c'est un marché en consolidation. Et il faut savoir que vous avez toujours un marché en consolidation avant d'avoir un grand mouvement, que ça soit haussier ou baissier d'ailleurs. Alors là, si on voit historiquement sur le Bitcoin, on a plutôt des marchés haussiers après les marchés en consolidation. Mais ici, alors bon, moi je considère que sur cette partie-là du dernier bull run, on était plutôt sur justement un marché en consolidation. Beaucoup pensaient que c'était une grande consolidation un peu du type de celle-ci avant une poursuite du marché haussier. Mais l'histoire nous a prouvé qu'on est plutôt passé dans un marché baissier puisqu'on a fait des nouveaux plus bas. Donc finalement, je considère maintenant que cette partie-là qui était entre le mois d'avril 2021 et le mois de novembre 2021, c'était plutôt un marché en consolidation. Donc là, on a eu plutôt finalement un marché baissier qui s'en est suivi, mais en tout cas historiquement sur le Bitcoin. Alors encore une fois, on n'a pas non plus 50 ans d'historique, on part là depuis 2012, donc on a allé un peu plus que 10 ans d'analyse. Et encore une fois, ce qui s'est passé dans le passé justement ne présage pas de ce qui va arriver dans le futur. Mais cela dit, c'est quand même intéressant, ça nous donne un point de départ, ça nous permet de comprendre un petit peu moi j'aime bien dire le caractère, le comportement de l'actif, parce que chaque actif va être différent. Si vous tradez ou vous investissez sur le Forex, vous allez voir que le Forex, c'est tout simplement un grand range. C'est sûr que vous avez des petites phases de temps en temps haussières ou baissières quand il se passe vraiment quelque chose au niveau macroéconomique, par exemple dans la zone euro ou aux États-Unis. Donc là, on peut avoir des phases un peu plus marquées, mais de façon générale, c'est plutôt du range. Alors que si on est sur la crypto, c'est l'inverse, c'est plutôt des marchés qui sont assez forts, assez directionnels quand ils le sont, autant à la hausse qu'à la baisse, mais on a également des phases de consolidation. Voilà. Donc, ces phases de consolidation, on va dire des fois que c'est des phases d'accumulation ou des phases de distribution. Donc, phase d'accumulation parce que vous avez des acheteurs qui en profitent justement pour rentrer sur le marché. Et en fait, il faut savoir qu'on ne va jamais rentrer sur le marché directement. D'accord ? Si vous investissez 1000 $ dans la crypto, vous pouvez bien rentrer d'un coup. Quoique je ne recommande pas nécessairement de le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut rentrer d'un coup, ça ne pose pas vraiment de problème en termes de liquidité, mais quand vous avez un fonds qui gère plusieurs centaines de millions, vous n'allez pas rentrer d'un coup. Donc vous allez rentrer petit à petit, et c'est ce qu'on appelle du DCA. Donc ces phases de consolidation, c'est les moments où justement les market makers, les gens qui vont avoir énormément de liquidité, qui veulent rentrer sur les marchés, eh bien c'est là qu'ils vont se positionner, parce qu'ils vont profiter justement encore de l'indécision du marché, du prix qui baisse pour racheter tranquillement. Quand ça monte trop, ils attendent, ils mettent sur pause leurs achats. Quand le marché corrige, bam, ils recommencent à rentrer. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et on parle de phase de distribution. Donc là, par exemple, ça pourrait être une phase de distribution quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que dès que le prix remonte, eh bien, les gros joueurs vont revendre leur position, ils vont reprendre du profit, et ceux qui rachètent en fait parce qu'ils pensent que ça va continuer, eh bien c'est plutôt les petits joueurs, donc c'est les petits investisseurs, le retail trading, etc. Donc ça peut être le particulier, vous et moi de façon générale. Donc à ce moment-là, ces phases de distribution vont mener vers, comme je le disais tout à l'heure, des marchés baissiers. Voilà, donc c'est super intéressant parce qu'on peut aussi analyser la durée finalement de ces cycles-là. Donc on voit ici par exemple que le marché haussier a duré 730 jours ici entre 2011 et 2013. Ensuite, on a eu un marché baissier de 396 jours. On a eu une phase de consolidation de 273 jours. Donc là, vous pouvez prendre la règle ici, ceux qui veulent faire la même chose que moi. Quand vous tracez ici, en fait, la règle, elle vous donne la variation en pourcentage. Donc c'est la première ligne qu'on voit ici. Mais juste en dessous, vous avez 21 barres. Donc là, on est toujours en mensuel, donc 21 mois. Ou l'équivalent en jours, 639 jours par exemple. Donc là, si je me mets vraiment d'un bord à l'autre, donc elle va regarder juste la variation
horizontale. Donc on est à 761 jours ici pour cette phase haussière. Et donc ça permet comme ça d'analyser un petit peu. Alors là, est-ce que ça, c'était pas finalement un grand marché en consolidation? Là aussi, hein, on peut préciser. Donc moi, j'ai tracé comme ça mes zones, mais certaines personnes verront ici une grande phase de consolidation pour quelque chose, ce qu'ils appellent des fois le super cycle, donc c'est-à-dire un Bitcoin qui monterait vraiment plus haut parce que l'adoption de masse, parce que les ETF, parce que toutes sortes de choses, la dette extravagante des pays, le désaveu des monnaies fiduciaires, etc. Donc il y a toutes sortes de théories. Donc on va essayer ici de rester beaucoup plus pragmatique et de regarder vraiment l'évolution du prix. Donc voilà, moi je l'ai quand même découpé comme ça. Ça vous donne des idées. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a eu un marché baissier similaire aux deux marchés baissiers précédents et qu'on a une phase de consolidation ici. Alors si on regarde, ça peut être intéressant. On avait, comme je disais, une phase de consolidation ici de à peu près 273 jours. Ici, on est sur une phase de consolidation de 458 jours, donc elle a duré quand même plus longtemps. Ici, on en a une toute petite, donc à voir. Celle-là, je la prends un peu avec des pincettes, mais je considère que c'en était une. Et puis là, présentement, on est à quand même 304 jours donc, de phase de consolidation. Donc on a quelque chose qui est assez cohérent. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi finalement ce cycle-là est toujours le même. Alors, de façon générale, peu importe que les investissements que vous allez faire, si vous êtes sur on va dire la finance traditionnelle, vous verrez qu'il y a aussi des cycles. En fait, l'économie, c'est des cycles. Donc vous avez des cycles plus ou moins longs, de 2 à 5 ans, 10 ans, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous parler de la cyclicité des marchés un peu plus traditionnels. Mais sur le Bitcoin, on est sur des cycles à peu près de 5 ans également. Donc vous avez des marchés haussiers généralement qui vont durer 1 à 2 ans. Ensuite, vous allez avoir des marchés baissiers qui vont durer généralement 1 à 2 ans également. Puis vous avez des phases de consolidation qui peuvent durer donc de 1 à 2 ans également. Et il y a un événement particulier qui va driver ce marché haussier-là, c'est ce qu'on appelle le halving. Donc le halving, c'est quoi? C'est que en fait, alors je vais essayer de rester très simple. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo plus détaillée sur le sujet. Mais globalement, le Bitcoin, comment ça fonctionne? C'est que vous avez un réseau avec des transactions qui se passent donc d'un participant à l'autre. D'accord? Donc c'est un réseau peer-to-peer. Et en fait, la sécurisation des transactions, d'accord, se fait par des intervenants qu'on appelle les mineurs de Bitcoin. Donc ça, c'est le concept de la décentralisation. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une autorité centrale qui va valider finalement la sécurité des transactions qui ont lieu sur le réseau, eh bien ici, c'est plusieurs participants qui vont le faire. Et plus il y a de participants, plus votre réseau il est décentralisé. D'accord? Donc ça, c'est tout l'intérêt. Je vous rappelle le trilemme de la crypto-monnaie. C'est quoi le trilemme? C'est une problématique à 3 paramètres. Le premier, c'est la justement décentralisation, puisque c'est le concept même de la blockchain. Ensuite, vous avez la sécurité, parce qu'il faut absolument que le réseau soit sécuritaire. Et ensuite, vous avez la scalabilité. La scalabilité, c'est la possibilité de gérer plus de transactions. D'accord? Donc, il faut savoir que quand on joue sur un paramètre, c'est toujours au détriment des deux autres. Donc, si vous, par exemple, vous voulez augmenter la scalabilité du projet, de façon générale, il vous faut moins d'intermédiaires. Donc, vous avez tendance à centraliser. Mais donc, du coup, ça se fait au détriment de la décentralisation. Ou ça peut être au détriment de la sécurité. Ça veut dire qu'on va moins vérifier et il peut y avoir potentiellement plus de hacks sur le réseau. Donc, Bitcoin, comment il fonctionne? C'est que vous avez une rémunération des mineurs, donc de ces personnes qui valident finalement le bien fondé des transactions qui ont lieu sur le réseau. Et ces mineurs-là sont rémunérés en Bitcoin, justement. Donc, à chaque fois qu'il y a une création, on appelle ça des blocs, puisque la blockchain, c'est une suite de blocs qui se suivent donc les uns les autres. On a donc une rémunération qui est donnée à ces mineurs. Mais cette rémunération-là va varier dans le temps. Et en fait, il y a un cycle. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le halving. Quand il y a le halving, la rémunération des bitcoins est divisée par 2. Et c'est ce qui va arriver au courant de l'année prochaine. Donc, la date n'est jamais précise, mais là, de mémoire, on est à 200 et quelques jours, 230 jours peut-être. 230 jours. Il y a un compteur que vous pouvez trouver sur Internet qui vous l'affiche. Donc, on va avoir tout simplement le comptage du halving, quand est-ce qu'il va avoir lieu. Et ça va jouer énormément puisqu'on est tout simplement sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que déjà, on a une demande du Bitcoin qui augmente puisqu'on a l'adoption du réseau, on a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Mais en plus, on a l'offre qui diminue. Elle diminue parce que déjà, elle est fixe. Il y a 21 millions de Bitcoin, il y en aura 21 millions, pas un de plus. Et en plus, la rémunération, des mineurs, elle est de plus en plus lente. Donc, on limite l'offre et on augmente la demande. Et c'est la raison pour laquelle, forcément, le prix du Bitcoin, c'est même mathématique. C'est la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'on arrête d'utiliser Bitcoin. Ça, effectivement, ça reste un risque potentiel. Mais si Bitcoin continue son cycle d'adoption,
Il faut savoir que la courbe d'adoption, d'ailleurs, elle est en tendance haussière depuis le début. D'accord, elle a même pas des... Comme là, on voit le prix, des fois, il va avoir des grandes phases baissières. Le cycle d'adoption, il est très, très, très fort. Il est vraiment dans un grand cycle aussi. Alors, bien sûr, il y a des petites corrections ici et là, mais même pas aussi, même pas de façon aussi conséquente que ce qu'on peut voir ici sur le prix. Donc voilà, alors c'est ça qui va driver finalement les bull markets sur le Bitcoin. C'est ces moments-là où on a vraiment un gros décalage entre la demande qui augmente, le narratif, etc. Tout le monde commence à parler du Bitcoin. Et en même temps, eh bien, l'offre qui est moins présente et donc le prix va augmenter. Donc, la morale de cette vidéo-là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous avez compris l'essentiel. Ce que je veux passer comme message aujourd'hui, c'est, et j'ai une question avant, à votre avis, quand est-ce qu'il faut acheter, ici on va prendre l'exemple, Bitcoin. Quand est-ce que vous voulez acheter Bitcoin? Est-ce que vous voulez l'acheter quand on est dans une phase haussière? Est-ce que vous voulez l'acheter quand on est dans une phase baissière? Ou est-ce que vous voulez l'acheter quand on est dans une phase en consolidation, comme maintenant? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Eh bien, à mon avis, la bonne réponse, c'est tout simplement de regarder les gros joueurs. Qu'est-ce que les gros joueurs ils font? Eh bien, les gros joueurs, ils vont acheter sur les phases de consolidation. On va acheter sur une phase de consolidation parce que, ça nous permet de le faire tranquillement. On est sur des phases où il y a assez peu de volatilité. On achète avant le breakout, donc on achète avant que le prix explose. Donc ça crée ce qu'on appelle aussi, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, une asymétrie du risque. Ça veut dire que quand on est dans un range ici, même pour quelqu'un qui ferait du trading, mais on va dire du trading un peu long terme, s'il rentre ici, il peut très bien mettre un stop. Donc on va dire qu'il rentre ici. Paf. Il peut très bien mettre un stop ici. D'accord? C'est-à-dire que s'il dit, bon, on casse ici la figure de consolidation, on repart plutôt par là. Donc je vais mettre un stop ici. Moi, je ressors en dessous du pivot. Donc on avait un pivot à 24 500. Mettons que si on redescend à 23 000 et quelques, bam, moi je sors. Par contre, ce que je vise, c'est peut-être un retour aux ATH. Sachant que si on est sur une tendance haussière, en théorie, on va aller faire des nouveaux ATH. Donc on pourrait aller beaucoup plus haut. Mais on va être conservateur et on va dire je vise un retour aux ATH sur Bitcoin. Là, on voit qu'on a ici un risk-reward de plus que 7, presque 8. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que vous risquez 1 pour gagner 8. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans une phase de consolidation, parce que vous arrivez au moment où là, ça ne veut pas dire que vous allez gagner à tous les coups, attention, mais ça veut dire que vous avez une asymétrie du risque, et ça veut dire que ce que vous êtes prêt à investir, vous pouvez gagner énormément versus si vous perdez justement que c'était un mauvais signal et que le marché décide de partir plutôt à la baisse. Donc c'est un excellent moment. Si vous investissez plutôt en marché haussier, il faut savoir que l'asymétrie, elle n'est plus la même. Elle n'est plus du tout la même. En fait, vous allez avoir un ratio risque qui risque d'être de 1 pour 1, voire des fois défavorable. Ça dépend à quel moment vous rentrez. Donc ça, c'est à considérer. Et si vous êtes sur un marché baissier, il y a un bon vieil adage en finance, on dit qu'il ne faut pas acheter un couteau qui tombe. Il faut acheter n'importe quoi, oui aussi, mais il ne faut pas attraper un couteau qui tombe. Donc il ne faut pas acheter un marché baissier. Parce que vous ne savez pas jusqu'où il va baisser. Donc il faut toujours attendre un signe de retournement. Donc ça aurait pu être cette bougie-là ou cette bougie-là si on est un peu plus conservateur pour dire ok, là on a vraiment quelque chose. Il y en a qui vont attendre aussi le breakout, c'est-à-dire vraiment, par exemple ici. Là on voit ce beau marché en consolidation là. Il y en a qui sont rentrés ici. Et c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que là, ils attendent vraiment un signal supplémentaire. Il y a des gens vraiment qui disent moi, je crois à la crypto, mais je veux quand même timer le moment où je vais être sur le marché et je veux arriver sur un marché qui est en pleine explosion. Rentrer ici, c'est pas fou. Donc, il y en a qui vont attendre la cassure ici de la consolidation. Donc, ça, c'est à vous de décider. Mais rentrez donc, à mon avis, ou en phase de consolidation ou au début de la phase haussière. Le reste, c'est pas intéressant. En fait, en phase haussière, vous devez plutôt commencer à prendre vos profits. Et quand on arrive en retournement sur le marché baissier, alors on ne sait jamais quand est-ce que le marché va se retourner, mais si vous avez déjà commencé à retirer et que d'un coup on commence à avoir des baisses importantes, à ce moment-là c'est à vous de vous assurer de sortir votre position pour ne pas laisser une position qui était en gain devenir perdante, parce que ça c'est la pire des choses. Et c'est quelqu'un qui a acheté ici et qui n'a pas été prêt à prendre du coup ou son gain quand il était ici, ou sa perte quand il était ici, son début de perte ici, c'est fini très très en perte potentiellement. Ou alors c'est quelqu'un qui investit sur du long terme, il dit moi je garde mon Bitcoin, donc pour l'instant il est encore en baisse, il est encore en perte pardon, il faudra attendre un retour à l'ATH juste pour revenir sur son break-even, c'est-à-dire là où il était rentré. Et là entre-temps, c'est facile à dire maintenant, on regarde le graphique, mais il faut bien se dire qu'une personne qui a acheté ici, ça fait quand même 944 jours qu'elle attend et elle est toujours pas en gain. Et imaginons qu'on retourne sur un ATH, je dis n'importe quoi, au mois d'août prochain, c'est 1249 jours qu'il faudra attendre juste pour être sur break-even. Psychologiquement, c'est violent. C'est vraiment violent.
Donc après, si c'est de l'argent qu'on investit, on l'oublie et tout, pourquoi pas. Mais si on investit un peu lourdement sur le marché, ça devient compliqué. Donc voilà, alors la morale de cette vidéo, bon, c'est que je ne donne pas de conseils en investissement, vous le savez déjà, mais ce que je peux quand même recommander ou préconiser, c'est que si vous êtes pour investir, faites-le au bon moment, il y a une question de timing, et un bon moment, eh bien, c'est un marché qui est horizontal et non pas vertical. Voilà, c'est la morale du jour. Alors, merci à tous pour ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Je vais repasser en full screen, ça sera plus agréable. Donc merci à tous, et puis on va finir sur un... En tout cas, il y a une expression, on dit donc octobre, le mois d'octobre c'est October en anglais. Je vois sur le réseau, j'ai vu passer ça, je ne connaissais pas l'expression mais j'aime bien. Ils disent Uptober, up comme hop, ça va monter. Et vu ce qui s'est passé, comme je disais, au mois de septembre, statistiquement, il y a de grandes chances que le mois d'octobre soit vert et qu'on retourne sur notre pivot des 31 000. Alors on verra si ça sera juste en octobre ou si on va faire une partie du chemin et ça sera plutôt en novembre où on va venir se coller sur le pivot. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça se passe en octobre. Donc on verra si ça sera October cette année. En tout cas, on va suivre ça sur la chaîne. Merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Salut tout le monde.